Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la gestion des maladies professionnelles. L'objectif de cette session est de vous apporter des éclairages concrets et de répondre à vos interrogations. Quelques informations pratico-pratiques. Vos micros et caméras sont coupés et vous êtes invités à poser vos questions dans l'onglet Q et R situé en bas de votre écran. Le support de présentation vous sera envoyé et le replay sera disponible d'ici quelques jours, mais néanmoins, ne partez pas, restez connectés. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Michel Paul, donc chargé de la relation aux entreprises dans le département 67. Je suis accompagné de Léa, également chargée de la relation aux entreprises pour le secteur du Haut-Rhin. Et pour ce webinaire régional, nous avons le plaisir d'accueillir Corinne, Émilie et Loïc qui sont Bonjour. en charge de la Bonjour. présentation et répondront à vos questions. Donc, au sommaire de ce webinaire, dans un premier temps, nous allons définir la maladie professionnelle en abordant notamment le délai de prise en charge et la durée d'exposition. En seconde partie, nous détaillerons les démarches jusqu'à la notification en passant par la phase d'investigation. Enfin, en troisième partie, nous parlerons de la prise en charge de l'indemnisation, de la guérison et également de la question de rechute. Et je vais laisser la main donc à mes collègues Loïc, Corinne et Émilie pour la présentation. C'est à vous. Oui, merci Jean-Michel. Eh bien, du coup, c'est moi qui vais commencer la première partie de la présentation. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui est la définition de la maladie professionnelle. Alors, pour commencer, on va voir un petit peu une définition, hein, un petit peu scolaire, mais que je vais un petit peu étayer de quelques exemples. Alors, en fait, qu'est-ce qu'une maladie professionnelle? En fait, une maladie professionnelle, c'est une maladie qui est la conséquence d'une exposition répétée ou prolongée à un risque qui est en lien avec l'activité professionnelle. Alors en fait, ce risque, il peut avoir différentes formes. Ça peut être un risque physique, biologique, chimique. Ça peut aussi également être un risque psychosocial ou également un risque qui résulte tout simplement des conditions voilà, dans lesquelles le salarié exerce son activité professionnelle. Alors bon, voilà, c'est une définition un petit peu scolaire, mais je vais un petit peu étayer de quelques exemples. Alors, ce qu'on entend par risque physique, c'est tous les risques qui exposent à des gestuels et qui peuvent occasionner des pathologies qui peuvent toucher, par exemple, les épaules, les coudes, les poignets, les mains aussi, ou encore le dos, les genoux ou les pieds. Ce qu'on entend par risque chimique, ce seront toutes les pathologies qui pourront, par exemple, développer des allergies mais encore des pathologies aussi plus graves, comme par exemple des leucémies ou des cancers, qui peuvent être par exemple la conséquence des expositions à de l'amiante, à des hydrocarbures, à de la peinture, à des solvants ou encore à des rayons X par exemple. Ce qu'on entend par risque biologique, ça peut être le Covid, hein, qui a été quand même très connu ces dernières années. Ça peut aussi être par exemple des maladies infectieuses comme la rage. Et après, par exemple, les exemples de risque psychosocial, c'est toutes les pathologies de type burn-out hein, ou les troubles anxio-dépressifs. Et sinon, toutes les pathologies qui résultent des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. On peut par exemple citer les pathologies de type surdité hein, pour les gens qui travaillent dans les environnements bruyants. Donc, pour reconnaître une maladie professionnelle, il y a en fait deux modes de reconnaissance. Donc, il y a ce qu'on appelle le système des tableaux, qu'on va voir tout immédiatement après. Et il y a aussi un système qu'on appelle complémentaire. Et en fait, là, c'est quand on a recours à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu'on verra un petit peu plus tard également. Alors, on va faire d'abord un petit focus sur le système des tableaux. Alors, tout d'abord, vous voyez le lien, hein, votre écran que vous pouvez consulter. En fait, ce lien va vous amener sur toute la liste des tableaux de maladies professionnelles qui sont actuellement en vigueur. Alors après, si ce lien est un petit peu long pour vous à noter, hein, vous pouvez aussi retrouver cette liste en faisant une petite recherche sur un moteur de recherche, comme par exemple Google.
Hein, il suffit de taper liste, tableau, maladie professionnelle et le premier résultat vous mènera aussi sur le site de l'INRS et vers cette liste des tableaux de maladies professionnelles. Alors, il faut savoir qu'il existe un peu plus d'une centaine de tableaux actuellement en vigueur. Le premier a été créé en 1919 et le dernier a été créé en 2022. Donc, on voit que c'est un système finalement qui est déjà ancien, mais qui n'est pas figé, puisqu'au fil des ans, bah, des tableaux peuvent être créés, mis à jour, ou encore des fois supprimés aussi, hein. Donc tout ça, ça se fait un peu au fil des évolutions sociétales, mais aussi au fil de l'évolution des connaissances médicales. Alors là, on va faire un petit focus sur l'un des tableaux, donc le tableau numéro 57, dont le titre sont les affections périarticulaires provoquées par des gestes ou des postures. Alors là, vous voyez un petit exemple de comment se présente un tableau de maladie professionnelle. Donc là, c'est juste une partie hein, de ce tableau numéro 57, une partie qui concerne des pathologies du coude. Alors, il faut savoir que tous les tableaux se présentent de la même manière. Il y a toujours trois colonnes. La colonne de gauche, elle mentionne toujours la pathologie, qui peut donc rentrer dans ce tableau, par exemple. Et il peut aussi y avoir des fois l'examen médical qui peut être requis selon certaines pathologies. Donc là, on peut dire que cette colonne de gauche, c'est plutôt un peu la partie médicale des dossiers. Et ensuite, les deux colonnes suivantes, celle du milieu et celle de droite, ce sont les conditions administratives qui vont être recherchées pour valider que la maladie soit reconnue ou pas d'origine professionnelle. Donc, on va un petit peu approfondir justement un petit peu tout ça, hein, toutes ces conditions. Alors en fait, nous, en tant que CPM, ce qu'on va rechercher, c'est la présomption d'origine. C'est-à-dire on va rechercher à valider les conditions pour dire qu'une maladie est présumée d'origine professionnelle. Donc pour cela, il faut bien sûr que tous les critères d'un tableau soient remplis. Alors, pour ça, il y a des notions très importantes aussi, des éléments très importants qui rentrent dans chaque dossier de maladie professionnelle. À chaque dossier de maladie professionnelle, il y a ce qu'on appelle une date de première constatation médicale qui est fixée. Alors, cette date, c'est le médecin conseil de l'assurance maladie qui la fixe. Il la fixe hein, à la lecture notamment de différents éléments médicaux qu'il pourra récupérer, ou alors éventuellement en cas de convocation aussi de l'assuré. Et en fait, cette date, elle est très importante parce que elle peut marquer à la fois la date de départ d'une maladie professionnelle, hein, la date du dossier, et donc la date de l'éventuel départ de l'indemnisation au titre de la maladie professionnelle, en cas de reconnaissance, bien sûr. Et après, cette date, on va le voir un petit peu tout de suite après, elle est aussi très importante pour pouvoir valider des conditions administratives. Alors justement, je vais un petit peu vous expliquer plus en détail la colonne du milieu et la colonne de droite des tableaux de maladies professionnelles, parce qu'il y a un petit peu, enfin, il y a trois notions, enfin deux ou éventuellement trois notions qui vont rentrer en compte. Donc tout d'abord, le notion du délai de prise en charge. Donc cette notion-là, c'est en fait le délai maximal entre la cessation d'exposition au risque, qu'on peut également appeler le dernier jour de travail qui a exposé au risque, et donc cette fameuse date de première constatation médicale. Et si on reprend le tableau que je vous ai très succinctement présenté avant, donc il indiquait 14 jours, donc il faut qu'en fait cette exposition soit inférieure ou égale à 14 jours pour que cette condition de délai de prise en charge soit remplie. Et donc, selon les tableaux, hein, les délais de prise en charge peuvent être très courts, ça peut être de quelques jours, là, comme par exemple on l'a vu. Ça peut aussi être sur plusieurs années, comme par exemple pour les pathologies de l'amiante, où là, on peut avoir des délais de prise en charge qui peuvent aller jusqu'à 30, 40 ans, parce que tout simplement, entre le jour d'exposition au risque amiante, hein, à l'inhalation des poussières d'amiante, et, et jusqu'à ce que la pathologie se déclare, eh ben, il peut se passer plusieurs dizaines d'années, effectivement. Ensuite, dans certains tableaux, il y a aussi une notion de durée d'exposition qui peut être recherchée. Et là, c'est juste tout simplement la durée minimale qui est mentionnée au tableau.
et pendant laquelle le salarié doit avoir été exposé au risque. Et enfin, dans la dernière colonne, donc ça c'est tout ce qui est liste des travaux. Et là, il faut distinguer alors soit une liste limitative ou soit une liste indicative. Donc en fait, la liste limitative, c'est-à-dire que les travaux recherchés, les travaux exposants recherchés doivent être limitativement énumérés dans cette liste. Et si c'est une liste indicative, ça veut finalement dire que n'importe quel travail peut exposer à ce risque. Voilà, donc ça c'était le petit focus sur la partie du mode de reconnaissance via les tableaux. Ensuite, peut intervenir ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, hein, qui est un comité extérieur à la CPAM. Et le recours à ce comité régional, il y a deux cas de recours possibles. Alors, soit la maladie rentre dans un tableau, mais ne remplit pas un ou plusieurs critères administratifs de ce tableau. Donc, soit le délai de prise en charge n'est pas rempli, et ou peut-être la durée d'exposition non plus, et ou peut-être la liste limitative, si on est dans le cas d'un tableau avec liste limitative, si on ne retrouve pas un des travaux mentionnés dans cette liste. Et ce comité régional peut aussi être saisi dans le cas où la maladie ne rentre pas dans un tableau. Et que, en plus de cela, il faut que le médecin conseil prévoit une incapacité permanente d'au moins 25%. Et donc, dans ces deux situations, c'est ce comité qui peut être saisi. Et il faut savoir que ce comité, il est constitué d'experts médicaux qui vont en fait traiter un peu au cas par cas chaque dossier et qui vont, eux, prendre leurs décisions au vu d'éléments administratifs que la CPM pourra leur joindre, mais aussi d'éléments médicaux que le service médical leur aura envoyés. Et pour finir un petit peu la présentation de cette première partie, voilà juste quelques chiffres. Alors bon, voilà, on peut juste rapidement voir que entre, par exemple, 2022-2023, il y a quand même une augmentation d'environ 7% du nombre de maladies professionnelles déclarées. Et parmi toutes ces maladies professionnelles, il faut savoir qu'il y en a quand même environ 70 000 qui ont été reconnues en France pour l'année 2024. Donc c'est quand même un certain nombre. Et parmi ces 70 000, on voit que, il y a une grande majorité qui concerne tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Donc c'est plutôt beaucoup d'exposition au risque physique. Hein, le fait d'effectuer toujours des gestes répétitifs ou des fois d'avoir des gestes prolongés aussi. Donc c'est vraiment l'immense majorité des demandes et donc aussi des reconnaissances de maladies professionnelles. Après, les autres risques sont un petit peu moins prépondérants, mais après, forcément, sur un nombre de 70 000, ça représente quand même un certain nombre de cas. Et il faut aussi, par exemple, savoir que les risques psychosociaux, alors là, récemment, ils ne concernent peut-être que 3% encore des dossiers, mais c'est quand même un chiffre qui a tendance à augmenter un petit peu. Voilà. Voilà, donc je prends le relais. Bonjour à tous. Voilà, je suis Cohen Balthazar et je vais vous parler donc de la procédure d'instruction des maladies professionnelles. Donc, on a vu que des maladies professionnelles soit rentraient dans un tableau et il y avait des critères à respecter, soit n'entraient pas dans un tableau et là, il y avait une possibilité que l'assuré puisse avoir une reconnaissance par le C2RMP. Maintenant, on va voir les démarches. Donc, les démarches, déjà, c'est l'assuré qui complète une déclaration de maladie professionnelle. Contrairement à un accident de travail, c'est l'assuré lui-même qui fait sa déclaration et non l'employeur, ou éventuellement l'ayant droit, si par exemple quelqu'un qui est décédé d'un amiante, si l'ayant droit veut faire une demande d'instruction de maladie professionnelle pour avoir une reconnaissance. Dans un deuxième temps, donc cette déclaration d'accident de maladie professionnelle doit être accompagnée d'un certificat médical. Celui-ci doit être complété par un professionnel de santé, quel que soit le professionnel de santé, mais que ce soit acté par un médecin. Ensuite, éventuellement, dans les tableaux de maladie professionnelle, il y a un examen qui est requis pour certaines maladies professionnelles. Donc, cet examen complémentaire doit aussi
être envoyé donc au service médical de notre caisse. Donc, ce qu'il faut savoir, quand l'instruction du dossier débute, quand on a les trois pièces qu'il faut pour débuter un dossier, la déclaration, le certificat médical et éventuellement l'examen complémentaire, il y a un délai maximum dans lequel on peut reconnaître une maladie professionnelle. Donc au départ, tout ce qui est maladie professionnelle qui rentre dans un tableau, c'est 120 jours. Dans ces 120 jours, il y a la gestion médicale par le service médical et la gestion administrative du dossier qui comporte la phase d'investigation avec l'envoi des questionnaires. Donc l'envoi des questionnaires, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur et l'assuré vont avoir exactement le même questionnaire à compléter. Et ces deux questionnaires seront visibles par chaque partie dans l'outil risque professionnel. Voilà, et éventuellement, si ces deux questionnaires, si on n'arrive pas à faire une convergence, à ce moment-là, on demande une éventuelle enquête administrative. Il y a également dans ces 120 jours la phase de consultation des pièces administratives. Donc, c'est là que l'assuré et l'employeur peuvent lire, en fait, ce que l'assuré a indiqué dans le questionnaire et ce que l'employeur a mis, et éventuellement des pièces complémentaires également. Et ce qu'ils verront aussi, c'est la prise de décision de la caisse, si c'est un refus ou un accord. Ensuite, tout ça, c'était les MP tableaux qui doivent être dans les 120 jours, si on a tous les éléments qui peuvent apporter une décision, c'est dans ces 120 jours. Si ça relève du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, donc du C2RMP, il y a 120 jours supplémentaires. Dans ces 120 jours supplémentaires, il faut savoir que donc le comité régional aura accès à toutes les pièces administratives, donc ce que l'assuré et l'employeur ont mis dans le dossier, mais également le service médical leur apportera des documents médicaux pour lesquels ils peuvent ensuite éventuellement prendre une décision, puisque la majorité, ce sont des médecins. Voilà. Et pour les MP hors tableau, c'est-à-dire qui n'existent pas dans un tableau de maladie professionnelle pour l'instant, il y a également 240 jours maximum pour donner une réponse. Donc, si vous voulez, toutes les maladies professionnelles comprises dans un tableau où on peut tout de suite donner une décision, c'est 120 jours. S'il y a des décisions complémentaires, c'est 240 jours, donc on peut aller jusqu'à 8 mois pour une décision. Donc, la première étape, quand nous avons un dossier de maladie professionnelle, c'est la gestion médicale. C'est-à-dire que nous, on a une gestion médico-administrative. Et la gestion médicale est très importante puisque c'est le médecin conseil qui étudie la recevabilité médicale du certificat médical, voir s'il est conforme, hein, si la pathologie est conforme avec la latéralité. Le service médical demande des examens médicaux s'il y a lieu d'en demander, selon le premier critère de la colonne du tableau. Le médecin conseil nous désigne la pathologie. Elle caractérise donc l'affection exacte, hein. Par exemple, je vais un peu vous expliquer. Loïc, vous avez montré un tableau concernant le coude. Le médecin conseil, s'il a sur un certificat médical coude, l'assuré souffre du coude droit, c'est pas bon, c'est pas une pathologie. Là, le service médical demandera au médecin d'avoir la caractérisation, c'est-à-dire si c'est une épicondylite droite ou épitrocléite droite, mais pas juste une douleur au coude. C'est ça la caractérisation. Ensuite, le médecin conseil, par rapport à cette caractérisation, va fixer le tableau de maladie professionnelle. Si c'est une 57 qui est trouble musculo-squelettique, si c'est une MP30 de l'amiante, voilà. Il fixera le tableau de la maladie et il déterminera la première constatation médicale, chose qui est très importante parce que c'est à partir de cette date que nous, les gestionnaires, on va investiguer. Par exemple, pour une 54, 57, comme que vous avez expliqué, il y a 14 ans. Ça peut être 14 ans avant.
la fin de la date de dernière exposition au risque. Par contre, pour une amiante, on va remonter à 40 ans. Donc, cette date de première constatation médicale, elle est très importante pour nous, pour les assurés et pour les employeurs. Parce que ça changera selon la date à laquelle il y aura cette première constatation médicale. C'est la première fois où le médecin euh, constate que soit l'assuré est allé consulter chez le médecin pour cette pathologie, soit qu'il a des examens qui parlent de cette pathologie il y a déjà 10 ans ou voilà. Donc cette date est importante. Et à la fin quand il y a une reconnaissance d'une maladie professionnelle, le médecin conseil, il évalue également un taux d'incapacité permanente, s'il y a lieu, hein, s'il y a pas, si effectivement il y a des séquelles concernant cette maladie. Donc, la gestion administrative. Donc, la caisse informe l'assuré du démarrage de l'instruction, des dates clés de l'instruction du dossier, lui délivre la feuille d'accident ou de maladie professionnelle, c'est-à-dire les dates clés, c'est que l'employeur va recevoir un premier courrier où il aura accès au site pour se connecter, créer un compte et après répondre au questionnaire en ligne. Et ensuite, il aura également les différentes étapes, les différentes dates, pardon, à laquelle ben, il y aura la possibilité de consulter le dossier et ensuite à laquelle il y aura la décision qui sera prise. Donc, on informe effectivement l'employeur du démarrage de l'instruction, des dates clés de l'instruction du dossier et on lui joint également la déclaration de maladie professionnelle que l'assuré nous a envoyée ou l'ayant droit et le certificat médical initial. Ensuite, on procède donc aux investigations nécessaires, ce qui a été dit auparavant par rapport aux différents questionnaires envoyés à l'assuré et à l'employeur. Et en dernier temps, on notifie la décision, que ce soit un refus ou un accord. Donc, ça, là, vous avez le lien du risque professionnel, c'est-à-dire quand vous aurez notre courrier, les employeurs, assurés aussi, hein, euh, sur ce lien, vous allez créer un compte. Une fois que ce compte est créé, vous aurez la possibilité de remplir le questionnaire en ligne et vous aurez les différentes dates d'échéance où effectivement vous allez pouvoir à un moment donné consulter les éléments mis sur ce site par l'assuré et les vôtres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux parties vont avoir accès au visu de ce que l'employeur met, ce que eux-mêmes mettent, pardon, et ce que l'employeur éventuellement met des documents en plus, ou l'assuré a aussi la possibilité de mettre des documents en plus de ces questionnaires. Et ensuite, donc, la consultation des pièces administratives, c'est ce que je viens de dire, tout ce que vous pouvez voir dans ce dossier. Et également, ce qui est très important, c'est l'enquête administrative aussi, hein, pour les deux parties. C'est-à-dire qu'un agent enquêteur, lorsqu'il y a une enquête, on ne peut pas prendre une décision juste avec un questionnaire assuré et employeur. On va demander une enquête administrative à un agent enquêteur assermenté qui, lui, prendra contact avec l'employeur et avec l'assuré et les éléments de chacun seront rassemblés dans une seule enquête. Et voilà, ce sera également dans le contradictoire et l'employeur et l'assuré pourront voir ce qu'ils ont effectivement dit à l'agent enquêteur. La phase du contradictoire. Oui, donc quand la pathologie elle est inscrite dans un tableau, le salarié et l'employeur ont 10 jours pour consulter le dossier et émettre leurs observations respectives. Par contre, passé ces 10 jours, il y a 10 jours supplémentaires pour continuer à consulter le dossier, mais sans pouvoir y ajouter des observations. Donc, c'est juste une phase en cours de consultation sans pouvoir mettre des documents supplémentaires. Lorsque le dossier est transmis au C2RMP, là, le salarié et l'employeur ont 30 jours pour consulter et ajouter des pièces au dossier. Par exemple, la fiche de poste, l'étude d'ergonomie ou des attestations quelconques. Et passé ce délai, ils ont 10 jours supplémentaires simplement pour consulter des dossiers et apporter des observations éventuelles sans ajout de nouvelles pièces. Donc, c'est juste des commentaires que vous pouvez encore mettre.
Quelles sont les pièces consultables? Donc, dans ce contradictoire, vous aurez la déclaration de maladie professionnelle que vous allez pouvoir consulter, le certificat initial établi par le médecin, éventuellement d'autres certificats médicaux qui auraient pu être produits. Des fois, l'assuré a souvent besoin d'envoyer d'autres documents médicaux. Les questionnaires complétés, donc le rapport de l'agent enquêteur de la caisse primaire, le cas échéant, hein, s'il y a besoin. La fiche de concertation médico-administrative, c'est-à-dire les éléments médicaux et les éléments administratifs qui ont amené donc à la reconnaissance ou au refus, et toute pièce transmise lors de l'instruction par le salarié et l'employeur. Ensuite, bien sûr, il y a une notification de décision, soit de refus, soit d'accord, qui est envoyée à l'assuré et à l'employeur par recommandé. Donc, je vais vous parler de la prise en charge. Durant l'instruction du dossier, le salarié est indemnisé, hein, bien sûr. S'il est en arrêt maladie, enfin s'il est en arrêt de travail, il aura des indemnités journalières au titre de la maladie sous condition d'ouverture de droit. Et au moment de la prise en charge de sa maladie professionnelle, il y aura une régularisation qui sera opérée pour, euh, pour régler les indemnités au titre de la maladie professionnelle. Les indemnités journalières maladie professionnelle sont versées pendant la durée de l'arrêt jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Donc, guérison ou consolidation, à la fin d'une période de soins ou d'un arrêt de travail, un certificat final est établi donc par le médecin traitant du salarié et il peut acter d'une guérison, les lésions apparentes ont disparu, ou d'une consolidation lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, et avec des séquelles entraînant une incapacité permanente. Donc, un taux d'incapacité permanente peut alors être attribué. Il ouvre droit au versement d'une rente. Euh, donc, le taux d'incapacité permanente est fixé par le médecin conseil. Et selon si c'est moins de 10%, ça sera une rente en capital qui sera versée à l'assuré. Et si c'est au-delà, ce sera une rente trimestrielle ou mensuelle. En cas donc de guérison ou de consolidation, l'assuré peut toujours déclarer une rechute, hein. Donc, c'est un certificat médical qui est établi par son médecin traitant ou par le spécialiste. Donc, une rechute ou une nouvelle lésion. À réception du document par la caisse, nous disposons de 60 jours pour prendre une décision. On informe tout de suite l'employeur de l'ouverture de la procédure de reconnaissance en envoyant une copie du certificat médical. Et l'employeur dispose de 10 jours à compter de la réception de ce courrier pour formuler des réserves. Le médecin conseil donne son avis et la caisse notifie la décision. Donc, si l'avis est favorable, on prend à nouveau en charge des soins ou des indemnités journalières au titre de cette maladie professionnelle. Merci à toutes et à tous et excellente journée.